On est en compagnie de Xavier Dornelas. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Le gérant chez Ample et Geste. On fait un point justement sur ces marchés agités depuis maintenant deuxième semaine de baisse consécutive. C'est dommage, on avait une super perf sur le premier semestre. Ça a été un petit peu entaché par ces moins 3,5 la semaine dernière. Ça continue à plomber. Est-ce que ça illustre ce deuxième semestre qui sera peut-être plus compliqué? Ah non, je ne pense pas du tout. Enfin, chez Ample et Geste, ça n'est pas du tout notre scénario. Je crois qu'il faut voir les choses sous un angle différent. La correction a été déclenchée par les déclarations de Mario Draghi. On peut penser que Mario Draghi n'est pas un gaffeur et que donc il commence à prévenir les marchés sur le changement de politique monétaire. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il a bien expliqué ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire commencer par réduire les achats sur les marchés obligataires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a dit qu'il ne monterait pas ses taux pour le moment. Donc ça veut dire en fait que ce qu'il gère, c'est la repentification de la courbe des taux. La repentification de la courbe des taux, c'est excellent pour les banques. Et on le sait historiquement, quand sur les marchés, les banques vont, le marché va. Donc c'est plutôt de bon augure pour les mois à venir. Voilà, donc à court terme, finalement, on a cet effet un peu anxiogène. Les marchés s'étaient quand même habitués à avoir ces liquidités, cette abondance, etc. Ça pourrait commencer à se réduire. Et cette perspective, c'est ça qui a mis le feu aux poudres au cours des derniers jours. Oui. Mais vous dites finalement, dans le long terme, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Après, il faut aussi regarder le fait qu'on est quand même dans une situation de liquidité qui est toujours très abondante, puisque les spreads se sont continués à rester très bas. Sur un taux allemand à 0,50, on est toujours en taux d'intérêt réel négatif, donc c'est quand même assez favorable à l'économie. Il y a en Europe un levier très fort sur les résultats, notamment en Europe du Sud. Il y a un phénomène de marché dont personne ne parle, mais qui est quand même assez intéressant. Pendant que les taux allemands sont passés de 0,30 grosso modo à 0,50, le spread avec le Portugal a continué à se réduire, puisqu'on est passé de 3,80 à 3. Ça veut dire pas d'inquiétude finalement sur les pays dits périphériques, l'économie plus fragile, parce qu'elles sont aussi en train de se reconstituer? Exactement, et je crois qu'aussi dans les déclarations de Mario Draghi, il y a quand même la confirmation, la prise en compte par la BCE que l'économie européenne va mieux, que l'inflation traîne encore un petit peu, mais ça c'est quelque chose de probablement ponctuel. Et je pense que si la BCE a maintenant accepté le nettoyage du système bancaire italien, la mise en résolution du Banco Populaire en Espagne, en l'espace d'une nuit, c'est que la BCE pense que maintenant les conditions sont suffisamment solides, robustes pour qu'on puisse accélérer le mouvement. Bon, finalement, donc plutôt positif sur cette zone euro. Le souci, c'est qu'au niveau des banques centrales, on a eu une conjonction là, de feu, Mario Draghi d'un côté, et puis Janet Yellen qui veut aussi agir, notamment sur son bilan en le réduisant. Oui, je crois que de même qu'on a eu des politiques monétaires accommodantes pour, entre guillemets, sauver le système, qui ont été des politiques finalement relativement synchronisées. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les banques centrales, en tout cas, se coordonnent et coopèrent. Donc je crois que c'est un mouvement qui est tout à fait naturel. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi, à court terme, les marchés anticipent, on le disait. Plus généralement sur l'économie, c'est que ça va mieux, finalement? L'économie va mieux. L'Allemagne, aujourd'hui, a publié ses chiffres de production industrielle qui sont bien meilleurs qu'attendus, à plus 1,9. Je crois que chiffre après chiffre, la solidité de la reprise européenne se confirme. On est même en accélération. Un des faits marquants de ce premier trimestre, c'était justement l'éloignement du risque politique, un risque qui était pricé par les marchés. Les marchés détestant l'incertitude, tant que les élections n'étaient pas passées, c'était un peu le plafond de verre. Ce plafond de verre a sauté. Pour autant, quels vont être les risques à surveiller maintenant que les élections principales aux Pays-Bas, en France sont passées? Il y en aura à la rentrée également. Est-ce que c'est un risque à surveiller selon vous? Alors c'est toujours un risque à surveiller parce que comme vous l'avez dit, les marchés ont horreur de l'incertitude et notamment de l'incertitude politique. Je pense que vous faites référence aux élections en Italie. Il y a un point il y a deux points en Italie. C'est que le premier, c'est que le parti 5 étoiles a finalement perdu plusieurs élections dans certaines villes. Il y a eu tout un tas de scandales autour de la mairie 5 étoiles à Rome. Donc ça remet quand même en cause la crédibilité de ce parti. Le deuxième point, c'est qu'on fait souvent référence au fait que l'Italie est un des pays où la population semble être
le moins attaché à l'euro, mais on oublie de dire que dans les sondages, il y a une grosse partie de la population, 30% de mémoire, qui répond ne sait pas à la question. Ouais. Donc c'est ni pour ni contre. Voilà, je crois. Et puis, à partir de... On voit aussi les indicateurs économiques avancés en Italie se redresser. Donc je pense que tout ça, c'est une affaire de confiance. C'est qu'à partir du moment où la situation va redémarrer en Italie, c'est vrai que l'Italie est le mauvais élève de la zone euro, mais je pense que le niveau de confiance va remonter aussi. Un autre des risques peut-être à surveiller, on a vu il y a quelques semaines, ça a fait décrocher un petit peu le marché également, c'est le pétrole. Ça s'est restabilisé, on est en plein dans cette driving season, voilà, où les climatiseurs tournent à fond, on met de l'essence dans le réservoir pour partir en vacances, notamment aux États-Unis et au Canada. Pour autant, voilà, on a toujours ce rapport offre-demande compliqué. Est-ce que ça peut être un risque là aussi, ce pétrole? Alors, pour nous, c'est un risque de source de volatilité à court terme, mais ça n'est pas un risque macroéconomique fondamental, puisque il suffit qu'il y ait un peu plus de reprise pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Donc ça, c'est le premier point. Je crois qu'un certain nombre de pays de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, ont suffisamment de problèmes de déficit budgétaire pour ne plus s'amuser à jouer sur les prix du pétrole et à remettre en cause les accords sur les prix. Ensuite, on parle beaucoup effectivement de la progression des stocks aux États-Unis, mais les capacités de stockage, elles suivent les capacités de production, parce que ce pétrole qui est produit ou ce gaz naturel, il faut bien le stocker quelque part. Donc je pense que pour nous, c'est pour le moment un faux problème. La dernière fois que le prix du pétrole s'était effondré, ça avait été interprété comme un effondrement de la demande et donc la rechute du monde en récession. Là, il y a une contradiction très forte entre l'évolution des prix du pétrole et les statistiques économiques. Je pense que, historiquement, il n'y a pas eu de récession qui suive un contre-choc pétrolier. Et d'ailleurs, ça serait totalement incohérent. Donc aujourd'hui, il est probable que les pays développés et un certain nombre de pays émergents vont profiter de prix du pétrole relativement stables et faibles. Bon, on décline le temps vert plutôt pour l'économie, un pétrole sous contrôle en tout cas, qui profite même s'il est bas et qui participe à l'essor de cette économie. Comment ça se traduit en termes d'allocation? On voit ça dans un instant avec notre invité Xavier Dornelas, gérant chez Amplégest. A tout de suite.